Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Prendre soin de ses yeux, c'est une nécessité et un rappel réaffirmé ce 14 octobre, Journée mondiale de la vue, une commémoration qui vise à sensibiliser aux problèmes liés à la cécité et à la nécessité d'un accès aux soins de santé oculaire. Il constitue une source de financement parmi tant d'autres. Une frange importante de la population a recours au crédit. Les prêts bancaires, quelle importance pour le développement, c'est à découvrir dans cette édition. Et puis, apiculture au Bénin, des préalables s'imposent pour booster la filière. Une entrepreneur apicole nous parlera des réformes à opérer pour y arriver. Tous les habitants de la planète seront confrontés à un problème de santé oculaire au cours de leur vie. Malheureusement, plus d'1 milliard de personnes dans le monde n'ont pas accès à des services de soins oculaires. Or, de nombreuses maladies liées à l'âge conduisent à la perte de la vue, d'où la nécessité de prendre soin de ses yeux. Un appel réaffirmé ce 14 octobre, Journée mondiale pour la vue. Ulvaeus Balogun nous apprend à prendre soin de nos yeux à travers cet élément. Toutes les 5 secondes, une personne devient aveugle dans le monde. En effet, selon l'Organisation mondiale de la santé, presque tous les habitants de la planète seront confrontés à un problème de santé oculaire au cours de leur vie. Des chiffres alarmants qui renseignent sur la nécessité d'attirer l'attention de tous sur la cécité et les déficiences visuelles. D'autant que d'après le premier rapport de l'organisation portant sur les soins oculaires, plus d'1 milliard de personnes atteintes de déficiences visuelles dans le monde n'ont pas accès à des services de soins oculaires. Pire, le pourcentage de ces personnes est 8 fois plus élevé dans les pays en développement. En cause, l'inaccessibilité aux interventions chirurgicales essentielles ou simplement aux aides visuelles nécessaires comme des lunettes. Leur déficience visuelle étant directement liée à la pauvreté et à un accès restreint aux soins de santé. La vue, qui devient ainsi un problème de santé majeur, tant le tableau d'ensemble au niveau régional et mondial est critique. Et pourtant, la cataracte, les erreurs de réfraction, le glaucome, la dégénérescence maculaire, la rétinopathie diabétique, tout comme de nombreuses maladies liées à l'âge conduisant à la cécité peuvent être traitées ou soignées. On estime que 80% des cas de cécité sont évitables avec une intervention pour réduire ou retarder leur effet sur la vision. Mais pour éviter d'en arriver là, il importe de maintenir une excellente santé oculaire. Cela en adoptant un mode de vie sain à travers une alimentation et des habitudes de vie saines. Et si un mode de vie sain contribue à prévenir les maladies oculaires, il est aussi important de ne pas garder les yeux sur un écran trop longtemps. Mais le moyen le plus sûr de prévenir les maladies oculaires reste un examen des yeux par un expert. Il est donc conseillé de consulter l'ophtalmologue tous les 2 ans pendant la croissance d'un enfant, tous les 5 ans entre 20 et 40 ans et tous les 2 ans à partir de 45 ans. Outre leurs fonds propres, les opérateurs économiques font souvent recours au crédit pour financer leur entreprise. Et du fait de la forte demande, les banques ou encore les microfinances s'adaptent au fur et à mesure en proposant des produits correspondant aux besoins de la population. Vous est-il déjà arrivé de vous interroger sur l'impact probable du crédit bancaire sur le développement économique? Découvrons la réponse dans ce reportage signé Junis Setondji, Alessandra Yotan. Le crédit bancaire est au cœur du fonctionnement de l'économie. Le crédit est une avance de fonds octroyée par un organisme financier aux personnes physiques ou morales qui ont un projet ou des besoins à financer. Prêt scolaire, crédit à la consommation, à l'investissement, il y en existe de plusieurs sortes selon le besoin auquel il s'adapte. La mise en place du crédit fait intervenir en principal 2 acteurs, à savoir la banque et le demandeur, mais il a une répercussion directe sur le développement économique. On a parlé par exemple tout à l'heure de crédit d'investissement. Lorsque l'entreprise a
un nouveau projet, elle achète des équipements, elle essaie de recruter, vous voyez, des employés, elle fait tourner son activité en général. Elle paie les impôts. Du coup, l'État a de quoi financer, par exemple, la construction de routes, des hôpitaux, des écoles, ainsi de suite. Les conditions à l'octroi varient d'un établissement financier à un autre, mais reposent sur des critères communs. Pour qu'un crédit bancaire soit accordé à une entreprise, premièrement, il faut étudier le besoin de l'entreprise, voir si, en accordant ce crédit à l'entreprise, est-ce qu'elle est capable de rembourser. Karim Madido, jeune opérateur économique, fait partie de ceux qui ont vu leurs affaires prospérer grâce au crédit. Mon premier crédit, je l'avais fait en 2010, suite à un marché public. Il faut dire, bon, quand si on se met la pression sur soi, on arrive à rembourser les crédits. Une pression qui fait défaut chez plusieurs, en témoignent des cas d'échecs observés dans la société. Les gens prennent le crédit, tout de suite on va s'acheter une maison, on va s'acheter un lopin de terre, mais au bout du rouleau, c'est le gaffe. On tombe du gouffre, la banque vous poursuit, c'est des saisies par-ci, saisies par-là. En réponse à ces craintes, voici les erreurs à ne pas commettre. Allez demander un crédit, c'est parce que vous avez un objectif à atteindre. Vous voulez financer, vous voulez mettre l'argent dans une activité. Cette activité va produire donc des marges bénéficiaires. Et c'est dans ça qu'il faut payer les intérêts et toutes les charges qui sont liées au crédit. Non seulement ça, il y a des fonctionnements internes de l'entreprise. Mais si la banque fixe un taux d'intérêt assez élevé, qui va vraiment vous empêcher de répondre aux autres charges, ce n'est plus rentable. Il va falloir que les opérateurs économiques essayent donc de faire ce calcul interne. Ne pas aller prendre des crédits parce qu'on veut de l'argent à chaud. Et en ce qui concerne les aspects à améliorer par les établissements financiers, le taux d'intérêt. Il va falloir aussi que les banques accélèrent le processus. Des fois, les crédits viennent en retard et ceci détruit le projet. Et puis, il faut obliger la banque à faire le suivi pour la réussite effective du projet. De telle manière que si le projet échoue, qu'on arrive à chercher pourquoi ça a échoué. Et aussi imputer les responsabilités à chacun. Ce dernier point rejoint la régulation qui est attendue de l'État, qu'il soit plus regardant en ce qui concerne les conditions générales appliquées par les banques. L'apiculture au Bénin va connaître très bientôt de beaux jours. Mais avant, il y a des préalables. La production de miel, évaluée à environ 100 tonnes, est loin de combler les attentes en termes de quantité exportable. Il est donc urgent d'inciter les différents acteurs à participer et porter la filière apicole plus loin. Carole Tawema, entrepreneur apicole, insiste sur les réformes à opérer. Elle est au micro de Alessandra Diotan. Il y a la structuration nécessaire de la filière. Il est nécessaire de créer une interprofession des acteurs de la filière apicole. Il existe une plateforme des acteurs de la filière apicole. Mais cette plateforme, je pense, nécessite une identification en fait, par métier. Déjà un recensement, c'est essentiel, il nous faut des données. Si on n'a pas de données, si on n'a pas de statistiques, on ne peut rien faire. On ne peut pas avancer, on ne peut pas savoir dans quel secteur a besoin de quoi. Donc il nous faut ces données dans un premier temps, recenser tous les apiculteurs sur le territoire béninois afin d'identifier les potentialités pour le miel du Bénin et aussi la diversification possible des produits parce qu'un apiculteur, peut-être dans une zone où il ne récolte pas suffisamment de miel, mais peut-être que les abeilles ou les ruches, la fabrication de ruches et l'élevage des abeilles sont aussi une source de revenus. Il y a des acteurs qui le font déjà, mais peut-être qui a tout intérêt à les faire connaître de façon à ce qu'ils apprennent à d'autres acteurs et ainsi de suite. La structuration a pour but d'identifier pour ensuite déployer. Et cette structuration n'existe pas en fait aujourd'hui. Il est essentiel de la mettre en place. Ensuite, ça s'accompagne nécessairement avec le développement de la production de filières bio. Quand je dis bio, attention, ce n'est pas nécessairement la certification, c'est dans tous les cas l'identification
de la garantie de l'absence de pesticides de synthèse ou d'engrais de synthèse dans un produit. En général, il faut des acteurs qui regroupent et qui ça facilite le travail des apiculteurs, parce qu'il faut avoir bien conscience que quelqu'un qui travaille la terre n'a pas forcément le temps, l'énergie de commercialiser. Il a besoin de partenaires qui vont lui permettre de commercialiser tout en respectant un revenu suffisamment important, parce que c'est en général là que les apiculteurs perdent en revenus, c'est qu'il y a tellement d'intermédiaires que celui qui est à l'origine en fait ne gagne rien. Donc un intermédiaire qui regroupe, mais avec cette notion de rémunération juste de l'apiculteur. Il regroupe et ensuite il met sur le marché. Donc en général, une bonne filière nécessite 3 acteurs grand maximum. Il faut 3 acteurs grand maximum pour que chacun y gagne suffisamment. Carole Tawema, entrepreneur apicole. En bref et en images, l'industrie aérienne, fortement secouée par la crise sanitaire, atteint un retour à la normale. Pour le moment, il y a une certaine accalmie, mais la mayonnaise tarde à prendre et les perspectives pour un lendemain meilleur continuent d'être incertaines. Les récents chiffres publiés par l'Association du transport aérien international en début d'octobre à Boston indiquent que le niveau de pertes enregistrées en 2021 dans l'industrie aérienne en Afrique devrait se redresser, mais assez lentement par rapport aux autres régions du monde entier. On reste au plan international pour suivre à présent le condensé de quelques informations ayant marqué l'actualité internationale autant pour moi, ces dernières 48 heures dans le monde. Voici Écho Inter de ce jeudi. Les exportations chinoises ont progressé d'un peu plus de 28% sur un an, ont annoncé les responsables des douanes chinoises. Selon les statistiques du mois de septembre 2021, depuis plusieurs semaines, la Chine connaît des interruptions de courant massives qui ont provoqué la fermeture totale ou partielle de nombreuses usines, freinant la production et les chaînes d'approvisionnement. Malgré cette pénalité, le pays a vu ses exportations bondir, une performance portée par la forte demande mondiale de produits électroniques due à l'essor du télétravail dans le monde. Les besoins en équipements tels que les tablettes, les téléphones portables ou encore les ordinateurs restent élevés. Autre information à l'international, le monde subira le réchauffement climatique, mais aussi des turbulences en matière d'approvisionnement s'il n'accroît pas ses investissements à court terme dans le secteur des énergies propres, a prévu mercredi l'Agence internationale de l'énergie AIE. À ce jour, les engagements climatiques des États, s'ils sont tenus, ne permettront d'atteindre que 20% des réductions d'émissions de gaz à effet de serre nécessaires d'ici 2030 pour garder le réchauffement sous contrôle, prévient le directeur de l'AIE. Et pour finir, selon une vaste étude française, la vaccination contre le Covid-19 réduit de 90% le risque d'hospitalisation chez les plus de 50 ans. Cette efficacité des vaccins est également prouvée face aux variants Delta. Les données de l'étude, portant sur 22 millions de personnes, confirment d'autres observations faites dans d'autres pays tels que l'Israël, le Royaume-Uni et les États-Unis. Ce sera tout pour cette session d'information que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.